Alors, bonjour à tous. Je vous présente le cours de biologie des organismes animaux. Ce cours sera scindé en deux parties. La partie des invertébrés qui sera assurée par professeur Saïda Bourgour et moi-même Zineb Benziyen. D'accord? Et puis, bien sûr, le volet des vertébrés que vous allez voir après. Alors, concernant ce cours, vous avez un polycopier à télécharger. Donc, l'idéal serait de lire le chapitre du cours avant. C'est ce qu'on a l'habitude de faire en général en biologie animale. D'accord? Alors, concernant l'introduction générale au monde animal, je vous ai fait un petit bilan sur la classification du vivant et l'histoire de la classification du vivant. Donc, l'enjeu est de vous résumer les idées principales que vous allez revoir dans les chapitres qui suivent. Alors, depuis l'époque de Linné, la découverte et l'examen d'organismes microscopiques ont révélé de nombreuses formes de vie qui ne concordaient pas, en quelque sorte, avec la traditionnelle division du monde vivant, animaux et végétaux. Effectivement, avant, on croyait qu'il y avait uniquement les végétaux et les animaux. Ensuite, Robert Hardin Whittaker, qui est un écologiste américain, définit par ailleurs 5 règnes du vivant basés sur 3 niveaux d'organisation. Alors, prokaryotes, eucaryotes unicellulaires et eucaryotes multicellulaires, selon 3 directions d'évolution en relation avec la nutrition, photosynthèse, absorption et ingestion. Ainsi, le premier règne, c'est le règne des monaires, qui sont de type cellulaire prokaryote, c'est-à-dire son noyau. Le niveau d'organisation est unicellulaire et le mode de nutrition, bien sûr, c'est autotrophe ou hétérotrophe. Alors, le deuxième règne, c'est le règne des protistes, qui sont de type cellulaire eucaryote. Le niveau d'organisation est unicellulaire, d'accord? Et le mode de nutrition, c'est autotrophe ou bien hétérotrophe. Le troisième règne, c'est le règne des champignons, que vous connaissez bien sûr les champignons, qui sont bien sûr eucaryotes. Le niveau d'organisation est unicellulaire ou bien multicellulaire. Et le mode de nutrition, bien sûr, c'est hétérotrophe par absorption. Ensuite, le quatrième et avant-dernier règne, c'est le règne végétal, vous connaissez très bien, qui sont de type cellulaire, bien sûr, eucaryote. Le niveau d'organisation est multicellulaire, d'accord? Et le mode de nutrition autotrophe, bien sûr, les végétaux sont capables de synthétiser leur propre matière organique. On arrive au cinquième et dernier règne, c'est le règne animal, qui est de type cellulaire, bien sûr, eucaryote. Le niveau d'organisation du règne animal, bien sûr, est multicellulaire, bien sûr, et le mode de nutrition est hétérotrophe par ingestion. Alors, il a fallu attendre 1928 et l'arrivée de Carl Richard Woese, qui est un microbiologiste américain, qui définit par ailleurs 6 règnes du vivant selon la phylogénie moléculaire du vivant. D'accord? Alors, quelle est la différence en fait entre la classification de 5 règnes et celle de 6 règnes? C'est qu'au niveau des prokaryotes, nous avons par ailleurs les archéobactéries, c'est-à-dire les bactéries archaïques ou bien anciennes, et les eubactéries, les vraies bactéries, ou tout simplement les bactéries actuelles. Sinon, pour les eucaryotes, c'est pareil. Nous avons donc les protistes qui sont unicellulaires, les plantes, les champignons et bien sûr les animaux. Par ailleurs, un seul règne regroupe à lui seul plusieurs milliers d'organismes vivants. D'accord? Un système de classification hiérarchisé a été établi par Linné
Alors, ce système permet de diviser chaque rein selon différents niveaux taxonomiques. Alors, la classification traditionnelle repose sur une hiérarchie fixe de catégories qu'on appelle les rangs ou bien taxons, définis de la façon suivante: monde vivant, domaine, règne, embranchement, ordre, famille, genre et espèce. Alors, selon la classification scientifique, l'espèce est bien sûr l'unité de base de la hiérarchie du vivant. En quelque sorte, c'est une collection d'individus héréditairement semblables, autrement dit, des individus qui se ressemblent morphologiquement et bien sûr génétiquement. Alors, toutes les espèces présentant des caractères communs sont regroupées en genres. Par exemple, le chien, le loup appartiennent au genre Canis. Et puis le chat, le tigre et le lion appartiennent au genre Felis. Alors, récapitulons, on a dit que un genre, il regroupe des espèces qui se ressemblent, d'accord? Alors, ces espèces-là, prenons par exemple, si on prend un petit chat et un petit lion, alors morphologiquement, ils se ressemblent beaucoup, d'accord? Mais ce n'est pas la même espèce. Pourquoi ce n'est pas la même espèce? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire, d'accord? Car les individus de la même espèce sont interféconds, d'accord? Alors, comme vous avez compris que toutes les espèces sont regroupées en genres, tous les genres sont groupés en familles, toutes les familles sont groupées en ordres, tous les ordres sont regroupés en classes, toutes les classes sont regroupées en embranchements et tous les embranchements sont regroupés en règnes. D'accord? En biologie animale, on s'arrête au règne. D'accord? Alors, concernant la dénomination binomiale, le genre commence par une lettre majuscule et l'espèce s'écrit en minuscule. Les deux noms sont soit soulignés ou écrits en italique. D'accord? Alors, souligner, si vous écrivez à la main, donc vous êtes obligé de les souligner. Vous voyez ici le chat domestique, Felis domestica. Sinon, si vous écrivez avec un ordinateur, vous mettez l'écriture en italique, comme ce que vous voyez ici, Felis domestica. D'accord? Alors, si vous ne mettez pas, si sur l'ordinateur, vous ne mettez pas en italique, ou bien si c'est écrit à la main, vous ne mettez pas de souligné, c'est faux. Prenons l'exemple, par exemple, si vous passez un concours, je ne sais pas, pour passer à la pharmacie ou autre. Donc, si vous écrivez Félix Domestica sans souligner, c'est faux. D'accord? Alors, vous voyez ici l'homme, c'est Homo sapiens ou bien Homo sapiens souligné. À noter aussi que l'embranchement s'écrit en grand caractère majuscule. Donc, embranchement, vous écrivez toutes les lettres en majuscule. D'accord? Alors, revenons aux sirènes des vivants. Alors, concernant les eucaryotes, vous voyez ici, nous avons en premier lieu les unicellulaires protistes. D'accord? Alors, pour le règne des protistes, nous avons par ailleurs deux sous-règnes, le sous-règne des protophytes et le sous-règne des protozoaires. Alors, pour les protophytes, ils ont une affinité végétale qui sont, comme on vient de le dire, autotrophes, donc capables par photosynthèse d'utiliser directement le CO2. Donc, ils ont une affinité végétale. Et bien sûr, les protozoaires à affinité animale, d'accord, qui sont par ailleurs hétérotrophes. Ils se nourrissent de matière organique. Ils sont dépourvus par ailleurs de pigments assimilateurs. D'accord?
Maintenant, on s'intéresse aux protistes en apprenant un peu plus sur les protozoaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur ce chapitre des protozoaires. Si vous avez des questions, essayez de bien les noter sur une feuille à côté à chaque fois. Et il ne faut pas hésiter à me les poser après. Alors, l'embranchement des protozoaires, donc je vous rappelle la nomenclature et l'importance de la nomenclature en biologie. Donc, quand on prend un nom, il détermine l'être qu'il va définir. Par exemple, quand on dit protozoaire, c'est un mot qui est composé par deux parties. La première partie, c'est proto, qui vient du mot latin protos, qui veut dire premier, d'accord? Et la deuxième partie, c'est zoaire, qui vient du mot latin zoon, et qui veut dire animal. Alors, il faut savoir que les protozoaires sont des êtres qui sont unicellulaires. Autrement dit, une seule cellule assure toutes les fonctions vitales. Imaginez tout ce que vous faites vous, une seule cellule est capable de le faire, c'est-à-dire respirer, se nourrir, se reproduire, etc. D'accord? Donc, ce sont des êtres capables de vivre indépendamment. Alors, les protozoaires sont par ailleurs microscopiques. Ils sont mobiles à un stade au moins de leur développement et ils peuvent s'associer en colonies. Alors, ces protozoaires se présentent sous deux formes de vie. Soit ils sont libres, c'est-à-dire dans l'environnement, soit dans les milieux biologiques, c'est-à-dire chez un autre organisme. D'accord? Alors, pour la forme libre, ça concerne les organismes qui vivent exclusivement dans l'eau ou du moins dans la terre humide, mais dès que l'humidité vient à manquer, ils s'enquistent jusqu'à ce que les conditions redeviennent favorables à la vie. D'accord? Alors, il y a l'autre forme, la forme commensale, parasite ou bien symbiote. D'accord? Où ces organismes vivent dans les milieux biologiques, c'est-à-dire chez un autre organisme. D'ailleurs, on va voir un exemple de parasitisme et de symbiotisme dans ce chapitre. Alors, brièvement, la forme commensale, c'est quoi? La forme commensale où le protozoaire se nourrit du bol alimentaire de l'hôte, mais il ne le dérange pas. D'accord? Le parasitisme, par contre, c'est lorsque le protozoaire profite du bol alimentaire de l'hôte et peut causer des maladies. D'accord? Contrairement au symbiotisme, où tous les deux, c'est-à-dire ou bien trois, ça dépend de l'association, est-ce qu'il y a deux ou bien trois, d'accord, dans le symbiotisme. Alors, on va avoir un cas de trois symbiotes, c'est-à-dire tous les trois, ils profitent, d'accord? Il n'y a pas de danger pour aucun. Alors, locomotion, c'est quoi? C'est le déplacement. C'est-à-dire comment les protozoaires se déplacent. Alors, parmi les modes de locomotion ou bien de déplacement, nous avons les flagelles qui sont des expansions cytoplasmiques permanentes. Alors, permanente, c'est un terme qu'on va revoir plusieurs fois dans ce chapitre. Alors, permanent, c'est le contraire de temporaire, d'accord? Il assure le déplacement par ailleurs du protozoaire par battement ou bien tourbillon. Alors, ces flagelles, ils sont placés à l'avant ou bien à l'arrière du corps. D'accord? Bon, rappelez-vous, les spermatozoïdes, ils se déplacent par quoi? Grâce bien sûr aux flagelles. Donc, flagelle, c'est un moyen de déplacement. Vous avez déjà ça. D'accord? Alors, voyez ici pour Trypanosoma, avec un flagelle. Et voyez ici Trichonapha, ici avec plusieurs flagelles. D'accord? Alors, le deuxième mode de locomotion, ce sont les pseudopodes. Ce sont par ailleurs des expansions périphériques temporaires. Alors, temporaire, c'est le contraire de permanent. Donc, vous voyez, vous avez vu que les flagelles sont permanents, alors que les pseudopodes, ils sont temporaires. Ils sont en déformation continue liée aux différences de fluidité de l'ectoplasme et de l'entoplasme. D'accord?
Donc, quand le protozoaire veut se déplacer, il les fait sortir et quand il ne veut pas se déplacer, il les retracte. Nous avons par ailleurs les lobopodes qui sont des formes de digitation qui sont arrondies. C'est le cas de l'amide. Nous avons les phylopodes qui sont fins, parfois ramifiés. Vous voyez ici les phylopodes. C'est le cas des camebiens. Et nous avons les réticulopodes qui sont fins, très ramifiés, se rejoignent pour constituer un réseau. Vous voyez ici un réseau de réticulopodes. Du coup, les axopodes sont des prolongements cytoplasmiques à disposition rayonnante. Vous voyez ici les axopodes bien structurés. Vous voyez ici bien structurés, des actinopodes. Alors, le troisième mode de déplacement, ce sont les cils. Les cils qui sont plus courts et plus nombreux que les flagelles. Bien sûr, ils sont permanents. Leurs mouvements sont coordonnés. Ils donnent par ailleurs à la cellule le mouvement de rotation qui la fait avancer. Alors, les cils peuvent être agglutinés en cire. Ici, les cires, c'est le cas de stylonychiaire. Ou bien en membranelles, vous voyez ici les membranelles de Vorticella. Alors, ces protozoaires. Ici, je vous présente quelques exemples de protozoaires. Ce sont des photos d'observation microscopique parce que ce sont des êtres unicellulaires. On ne va pas pouvoir les observer à l'œil nu, mais on utilise le microscope pour les observer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différentes formes et différents types de ces formes-là, d'accord? Mais à chaque fois, vous allez retrouver une seule cellule qui vit séparément, d'accord? Alors, on peut se poser une question, ces protozoaires, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, la réponse est le milieu aquatique. Si on prend par exemple un peu de terre, on ne va pas les trouver. Leur faut absolument un milieu qui est aquatique. Alors, en haut, à gauche, c'est l'amibe qui se déplace par pseudopode. Juste en bas, c'est Actinophrys qui se déplace par des axopodes. Alors, en haut, à droite, c'est la vorticelle. D'accord? Et en bas, c'est le stentor. À noter que la vorticelle et le stentor sont deux ciliophora. Alors, concernant la prise de nourriture, comment ces protozoa se nourrissent? Alors, concernant la prise de nourriture, nous avons l'ingestion qui comprend la prédation et la filtration. Alors, pour la prédation, ou le protozoaire libre pratiquant la prédation est très mobile. Par exemple, une amibe peut attraper une paramécie. Vous voyez ici l'ingestion de la proie se fait par phagocytose. Bien sûr, cette phagocytose, vous savez très bien qu'elle peut être soit phagocytose ou bien pinocytose s'il s'agit de liquide. D'accord? Et nous avons aussi la filtration ou bien piégeage. Alors, ce mode de nutrition est souvent réservé aux organismes qui sont sessiles. Alors, sessile, ça veut dire fixé. Vous voyez ici Vorticella. D'accord? Alors, bien sûr, après l'ingestion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la digestion. D'accord? Le protozoa, bien sûr, doit digérer. Alors, pour la digestion, vous voyez ici l'exemple de la paramécie où les vacuoles digestives formées, d'accord, autour des proies reçoivent les enzymes indispensables à la lyse des aliments. Alors, il faut noter que ces enzymes-là, ils se forment juste au moment de la nutrition, d'accord? Ils sont temporaires, d'accord? Alors, les enzymes, qu'est-ce qu'ils font? Ils digèrent les éléments phagocytés. Alors, vous voyez ici le circuit de la digestion à partir de la bouche. Ça, c'est la bouche.
Ça, c'est le circuit de la digestion. En suivant bien sûr le courant cytoplasmique. Alors, il ne reste dans les vacuoles que les déchets non assimilables. D'accord? Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'égestion. Autrement dit, l'élimination des déchets non assimilables. Alors, on prend toujours l'exemple de la paramécie. L'exocytose se fait toujours au même point par le cytoprocte, l'expulsion des déchets non assimilables, d'accord? Alors que chez l'amibe, je vous invite à revoir le polycopier où les vacuoles usées s'accumulent dans une sorte de queue qu'elle traîne et puis qu'elle abandonne aussi pour l'éliminer. D'accord? Alors concernant maintenant la respiration et la circulation, la respiration se fait par diffusion d'oxygène à travers la membrane cellulaire. Les cils et les flagelles, par leur battement, favorisent les échanges. D'accord? Quant à la circulation, elle est assurée par les courants cytoplasmiques que vous avez déjà vus en S1. Alors, pour l'excrétion et l'osmorégulation, alors on a parlé des déchets non assimilables qui sont éliminés par exocytose. Maintenant, il reste quoi? Il reste les déchets métaboliques. D'accord? C'est l'enjeu de cette slide. Alors, les vacuoles pulsatiles, ils participent au rejet des déchets du métabolisme et la régulation de la pression osmotique. Alors, vous voyez ici l'exemple de la paramécie. Alors, ici, c'est un grossissement de deux vacuoles pulsatiles reliées au réticulum endoplasmique par un canal alimentaire. Alors, ici, à gauche, c'est la vacuole pulsatile qui est pleine. On dit qu'elle est en diastole. Et puis, à droite, vous voyez la vacuole pulsatile vide. On dit qu'elle est en systole. D'accord? D'ailleurs, le rythme de contraction dépend des conditions du milieu et de l'état physiologique des organismes. Qu'est-ce que veut dire les conditions du milieu? C'est-à-dire, autrement dit, si le milieu il est hypotonique ou bien hypertonique. D'accord? Et puis l'état physiologique, température, pH, etc. D'accord? Alors, on passe à la reproduction. Il existe par ailleurs deux types de reproduction. Une reproduction asexuée. Alors, à noter que le A en biologie, ça veut dire non. Alors, asexué, c'est-à-dire non sexué. Asexué, c'est le contraire de sexué. D'accord? On appelle aussi agamogonie. Donc, A, ça veut dire non, il n'y a pas de gamètes. D'accord? Agamogonie, donc reproduction asexuée. Alors, c'est le mode de reproduction le plus courant chez les protozoaires. Elle peut se réaliser par ailleurs selon trois modalités. Nous avons une division binaire, c'est-à-dire division du noyau, suivie d'une division du cytoplasme. Alors, vous voyez ici la paramécie mère qui se divise en deux pour donner deux paraméties filles identiques à la paramécie mère. Bien sûr, d'accord? Ensuite, pour cette division binaire, elle peut être soit longitudinale ou bien orthomitose. C'est le cas des flagellés. Vous voyez ici Euglena, où la division elle est longitudinale. D'accord? Alors, chez les ciliés, cette division binaire, elle est transversale, qu'on appelle aussi pleuromitose. Vous voyez ici la paramécie mère qui se divise en deux de façon transversale pour donner deux paraméties filles identiques bien sûr à la paramécie mère.
Alors, il faut noter que cette mitose se distingue de celle observée chez les métazoaires par la persistance fréquente de la membrane nucléaire. Ensuite, nous avons le deuxième mode de reproduction asexuée, c'est la division multiple ou bien schizogonie, où le noyau se divise plusieurs fois et le cytoplasme se découpe en éléments uninucléés. Vous voyez ici le cytoplasme qui se découpe en éléments uninucléés qu'on appelle les schizozoïdes. On va revoir ça chez Plasmodium falciparum. Alors le troisième et dernier mode de reproduction asexuée, c'est le bourgeonnement ou bien gémiparité, où un ou plusieurs bourgeons contenant un appareil nucléaire complet se forment à la surface dans une cavité de l'organisme parental. D'accord? Il faut noter que chaque bourgeon qui se détache ensuite donne un nouvel individu qui est identique à la cellule mère. D'accord? C'est le cas des phyllotas.